guidée un peu bizarre. Oui, on va la faire immobile. C'est un concept ici. Bon, c'est tout bête, c'est que pour des raisons de sécurité, je n'ai pas le droit de faire déambuler sur le site, on est en montagne. Voilà. Du coup, je vous donne les infos ici, après je vous libère, d'ici 4 ou 5 heures. Ça finira, vous inquiétez aussi. Et vous irez vous promener prudemment, ça va se... La deuxième chose, on va faire ça en français. Donc il faut comprendre l'union de la langue de Molière. Hein, voilà. Et la troisième chose, ça m'étonnerait parce que ça date depuis déjà 2 jours, il y a un petit garçon du village qui a perdu son petit Mickey, une petite figurine. Il est triste. Donc si vous le trouvez, redescendez à l'accueil. Mais bon, on le retrouve. Voilà. Bon, ben écoutez, bienvenue à vous. Et puis encore une fois, merci d'être monté jusqu'ici. C'est gentil tout plein. Alors nous, on va commencer rapidement cette petite visite en 2 mots par un aspect purement géologique. Il faut toujours comprendre sur quoi on a les fesses quand on est en montagne. Donc très rapidement, nous trouvons ici à 1207 mètres d'altitude. Vous êtes sur du calcaire, mais nous avons des calcaires ici qui sont de type urgonien. Bonjour monsieur. Ce sont des roches avec un très fort taux de sédiments marins. Donc ça, c'est pas étonnant, tout le monde sait de nos jours qu'il n'y a pas des milliers. Hein. Non, ça c'est vieux. Il y a des millions d'années avant nous, bien avant les rencontres des plaques européennes et ibériques, et au choc de ces rencontres, le surgissement des Pyrénées, en l'occurrence, à l'origine, ben voilà, tout cela, ces terres-là, on tombe dans cet océan. D'où les fossiles marins que vous trouvez en altitude, vous qui faites de la randonnée, c'est normal. Le lieu où vous êtes venu, on donne le nom. En occitan, on l'appelle le port. Le mot port vient du latin podium et qui veut dire la hauteur. Le même mot en français que pog, ça sera plutôt le pic, le puits, alors puits PUY. Le lot de puits. Le pêche, les Catalans diront le pig, bon, c'est pareil. Sur le port de Montségur, les premières traces humaines que les archéologues ont pu rencontrer ici, voyez-vous, elles remontent, mais bien avant le temps des, pas les Cathares, des plus anciennes religions monothéistes de la planète. Voilà plus de 4000 ans avant notre ère que nous avons déjà une présence humaine qui est attestée formellement par l'archéologie sur le port. Voilà plus de 6000 ans de nous que des êtres humains se sont déjà établis ici. Plus de 6000 ans. Pour les textes, eh bien, le plus ancien document qui nous soit parvenu et qui nous parle de ce lieu, ce texte-là, il n'est pas très vieux, mais il pose une énigme non résolue aux archéologues encore. Le document dit ceci, mot pour mot. En l'an 1204, une délégation de grands dignitaires cathares demande à Raymond de Péreille, jeune seigneur du pays d'Olme, de reconstruire Montségur. Point. Voilà. Le problème vient du mot reconstruire, écrit par les Cathares en 1204. Nous avons eu beau fouiller jusqu'en 2024. Jusqu'à la Roche-Mère, pour l'heure, nous n'avons pas retrouvé de structure bâtie antérieure au XIIIe siècle. Vous comprenez le problème, c'est qu'il semblerait qu'il y avait quelque chose en 1204 parce qu'on peut le construire. Aujourd'hui, on ne sait pas quoi. Mystère. Cependant, le document vous donne une deuxième info, indirecte, mais une info qui est importante ici. L'année précise de l'arrivée des Cathares à Montségur. Donc, 1204. Et vous savez peut-être que les Cathares connaîtront cette affaire bûcher. Alors là, il y a beaucoup de textes, les demain, en 1244. Les dates, c'est facile ici. 1204, 1244. Pendant pile poil 40 ans, le Pog fut, en plein pays en guerre, la capitale spirituelle du catharisme dans le monde. Du coup, 2 mots sur les Cathares. Je vais juste résumer un grand pas. C'est des petites visites. Hein. C'est les vacances. Donc, je résume. 1. Le catharisme, une religion. 2. Des chrétiens. On soit bien d'accord là-dessus, mais 3. Des chrétiens qui ont une question qui les travaille toute bête. Si Dieu tout là-haut est si bon et aussi puissant qu'on écrit dans la Bible, car il est de bon ton de dire, et il est d'usage, même quand tu es non-croyant, d'usage, de dire que voilà, Dieu est bon et tout puissant. Il y a des guerres. Donc ça va dans la vraie vie. Il y en a qui sont dans la violence, il y en a qui souffrent, il y en a qui prennent des bombes, il y en a qui sont malheureux, il y en a qui n'auront jamais les capacités physiques de faire ce que vous avez fait là, pour monter en Montségur.
Bon, et puis sans vouloir vous pourrir la journée, on va tous mourir. Oui, niveau accueil touristique, ma pauvre, c'est pas terrible. Alors moi, j'ai pas fait école de tourisme. Moi, je suis archéo, on nous demande d'être un peu au couteau suisse. Donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai, moi. Hein. Et le problème des cathares, c'est pas le fait qu'on doive mourir qui pose un souci, c'est plus insidieux. C'est que quoi que tu fasses dans ta vie de bien et de moins bien, et le même verdict t'attend, le même jugement. Et cela, ça c'est profondément injuste. Pour un Dieu infiniment bon et tout-puissant, quoi que tu fasses dans ta vie, pareil, pour tout le monde. Ah oui, la mort. Là, il y a un comme ça, pour les cathares en tout cas. Les cathares disent ceci, c'est justement parce que le mal existe sur terre. C'est précisément parce que tu dois mourir, même si tu ne braves personne, je n'en doute pas, que le bon Dieu n'est pas tout puissant. Pourquoi ici? Pourquoi il n'est pas tout puissant? On vient d'en faire. Oui, le monde matériel, disaient les cathares, ces chrétiens-là, n'est pas création divine, mais de l'ange déchu, celui qu'on appelle Lucifer. Les cathares disaient, à leurs contemporains, voyez bien, bonnes gens, que ce monde est imparfait. Ils disaient quelque chose d'étonnant pour quelqu'un du XIIIe siècle. Il n'existera jamais de matière éternelle. C'est pas mal de dire ça quand il y a 800 ans, on n'a pas encore entendu parler du Big Bang. Tout meurt. Même les planètes, comme pas le corps, ça passe vite une vie humaine et c'est super fragile. Dieu a créé autre chose que ce monde-là, vivant, ce monde mortel, ce monde matériel. En fait, il a fait le contraire. C'est le principe, dans notre philosophie, du yin et du yang. Deux contraires, s'assemblant, formant une seule chose. Dieu a créé un monde immortel, un monde immatériel et un monde infiniment bon. Ce monde-là, il est déjà en toi, dans ce monde mauvais. Je dis bien en vous, votre âme. Suivez-moi bien. Pour les cathares, vous avez donc des corps de chair mortels, construits par le diable. Ok. Dans ces emballages de chair, comme disaient les cathares, dans ces tuniques de chair, sont venus se loger des âmes immortelles envoyées par Dieu. Le jour où vous allez mourir, cette âme, elle va quitter ce monde. Mais là, c'est dans le domaine du rationnel, si je puis dire. Vu qu'elle est immortelle et que lui, il est mortel, il va se passer quelque chose. Cette âme, elle va quitter ce monde, elle va quitter ton corps. Et cette immatière pourra voyager vers notre monde, on dit, monter au ciel. Et au paradis. Attention. Aller au paradis, ça va se faire tout seul. On verra. Ne vous précipitez pas. Hein? Mais ouvrir les portes du paradis. En fait, c'est pas gagné, c'est que nous, on n'est pas au paradis, là. On est dans celui où il y a des guerres, de la violence, et où tu dois mourir. Il faut réussir une épreuve pour monter au paradis. La pesée des âmes. Vous avez entendu parler d'un archange qu'on appelle Saint-Michel. Au Moyen-Âge, Saint-Michel, l'archange, chez les Francs, alors les Francs au sens français, réducteur du terme, hein, ont surnommé Saint-Michel le grand passeur. 100 ans avant les cathares, vous me faites le plaisir un jour dans votre vie d'aller voir les chapiteaux du cloître de Moissac, parce que le cloître de Moissac, c'est un décor de film, le long de la Rose et autres, et c'est UNESCO. Hein. Les sculpteurs de l'art roman, 100 ans avant les cathares, un siècle avant, ont déjà représenté Saint-Michel avec une balance. Le coup du Saint-Michel terrasse en dragon, ça préfigure la Renaissance, c'est temps moderne, c'est tardif. Il pèse vos âmes. C'est le Moyen-Âge, de l'homme du Moyen-Âge. De deux choses l'une. Soit le jour J, là-haut, la balance, elle va pencher, allez, mettons du bon côté. J'en doute pas, il y a des bonnes têtes, ça va le faire. C'est pas le problème de la bonne tête. Hein. Sinon, voilà. Vu que vous autres, vous avez mené votre non-matière dans ce monde matériel, de votre vivant, dans cette matière, une bonne vie sur terre, comme disent les cathares, alors vous les filles, textuellement, hein, bonnes femmes, et vous les types, bons hommes, eh bien vos âmes verront alors les portes du paradis s'ouvrir, vous franchirez, comme disaient les Grecs au temps d'Aristote, les rives de Styx, le fleuve des morts, les Grecs anciens, et cette non-matière ira dans un monde meilleur que les religions monothéistes appellent le paradis, ou les Grecs les Champs-Élysées. Bon, ça c'est quand tout va bien. Oui, les Champs-Élysées, pas le boulevard, hein. Les manifs en moins. Mais ça vient de là. Deuxième point de la révision, de la condition. Je reprends la balance, je pèse votre âme, et là, ça ne le fait pas. La balance penche du mauvais côté, les portes du paradis restent closes. Ils ne veulent pas de toi là-haut. Quand on ne t'ouvre pas la porte,
mais mon ami, c'est parce que tu n'es pas bienvenu. On ne veut pas que tu rentres. Tu dois dégager de là, bas, et tu dois retomber en enfer. Suivez-moi bien, vous autres. C'est si simple, le catharisme. Vu que pour ces chrétiens-là, les cathares, l'enfer, c'est sur terre, et bien par conséquent, vos âmes, vos non-matières, à l'image des anges déchus de la Bible, car tout cela est dans la Bible. Ils n'inventent rien, les cathares. Ces âmes, ces anges déchus, devant vie de punition, retombent en enfer, c'est-à-dire refaire un passage de quelques années dans cette grande prison matérielle et par le diable. Et là, on commence à comprendre certains trucs à partir de là. Il y a des trucs qui commencent à s'éclaircir, une lueur en tout cas. Mais déjà, tu te retrouves en prison parce que là, ça fait bêtise, c'est une autre chose. Dans les prisons, et oui, il y a de la violence. C'est le lot des prisons. Dans les prisons, tu resteras tant que tu n'as pas expié tes fautes d'avant. Et dans les prisons, on vous bloque dans des cages. Mais ces geôles-là, elles ne sont pas faites de matière inerte, elles de pierre. Parce que je ne suis pas contre de mon petit piston. Non. Ce sont des geôles vivantes, mes amis. C'est ça qui est étonnant. Vos corps, qui sont ici, construits par le diable, qui bloquent une âme du bon Dieu dans ce monde, parce que dans des vies antérieures, ces non-matières ont fait de grosses bêtises. Et donc, comme précédent de l'incarnation, mes amis, les cathares étaient les chrétiens qui disent trois choses. Un, tous chrétiens qu'ils étaient, croient en Dieu, la Vierge Marie, ce n'est pas des protestants, les cathares, de ce côté-là. Ironie de la matière, les protestants, ce sont de grands commerçants, pas les cathares. Mais les chrétiens qui, un, croyaient à l'incarnation, deux, étaient persuadés que le monde matériel, et c'est bien la seule famille chrétienne qui le dit, n'est pas création divine, mais du diable, y compris ton propre corps, du coup Adam et Ève, ils ne croient pas. Hein. Et trois, des chrétiens qui renient formellement, mais toute autorité papale ou de l'Église catholique romaine. Et voilà le catharisme. Ce que je viens de vous expliquer, il y a 800 ans, dans le pays où vous êtes en promenade, un pays où ça va plaire. Ça va convaincre des nobles, des bourgeois, des artisans, des intellectuels, et même des religieux, prêtres, curés, abbés, abbesses, moniales. Et voilà ce qui a fait peur à Rome. Souvenez-vous du coup des protestants, c'est la même idée. Ce qui a fait peur à Rome, en fait, c'est pas le nombre. Numériquement, on restera catholique dans le pays. Ce qu'on appelle le pays cathare, c'est le tourisme, au sens péjoratif. Là. Non, le pays cathare, il reste catholique. Mais par contre, c'est autre chose. Quand le comte de Toulouse, Raymond VI, le prince le plus puissant du sud de la chrétienté, est cousin des rois de France, cousin de l'homme le plus puissant d'Europe, le roi de France, au XIe siècle. Il a sa femme Blanche qui devient cathare, le vicomte de Carcassonne, Trencavel, qui lui a un empire qui va au-delà de la Méditerranée, des rives européennes, puisqu'il a des terres qu'à Jérusalem, le tombeau du Christ, depuis les croisades. Il a sa mère qui est devenue une prêtresse cathare, une femme cathare. La prêtresse cathare, pardon, c'était Raymond Roger Trencavel, Raymond Roger de Foix, décidément pratique, il n'a pas pris le café ou le temps. Raymond Roger Trencavel, le comte de Foix, sa sœur, Esclarmonde de Foix, est devenue une prêtresse cathare. Et tenez-vous bien, regardez comme l'histoire est curieuse, j'invente rien. Le comte de Foix, ça n'est ni plus ni moins que l'ancien des rois de France, de l'Ancien Régime. Et oui, Louis XVI, vous connaissez au Louis XIV, c'est pas descendant de Capétiens, c'est autant des cathares, c'est pas descendant de Saint-Louis. En tant qu'ils n'existaient plus, cette branche-là, elle a disparu. Ni des Valois, je ne sais pas, de François Ier. Et non, des descendants d'Henri IV. Faites-vous le musée des comtes de Foix. Et le comte de Foix, je vous dis, c'était le plus grand protecteur d'hérétiques de la planète. Tout en sait des rois de France qu'il était. Enfin, des rois de France de l'Ancien Régime. Encore une fois, il y a eu plusieurs branches, et ça, les Français ont tendance à l'oublier. Donc de la peur naît la haine, et avec l'avènement d'un Italien qui va devenir pape, sous le nom curieux d'Innocent III, on va appeler à la croisade. Et c'est parti pour la seule croisade qu'on enseigne aux petits en Europe, si tant est qu'on enseigne les croisades, je ne suis pas d'enfant, on ne sait rien. Qui va se faire entre chrétiens, en terre de France, souvenez-vous des anciens, la fille aînée de l'Église, c'est la France, c'est pas ailleurs, et trois, elle va durer une grosse quarantaine d'années de guerre fratricide. Guerre fratricide, mais alors mes amis, je vous passe sur les mots. Le comte de Toulouse, Raymond VI, dont on vient d'évoquer son illustre mémoire, le prince le plus puissant du sud de la chrétienté, il a sa propre
femme qui est devenue cathare. Voilà. Et donc, quand tous ces nobles mangent avec des cathares, couchent avec eux, se marient eux, mais c'est tout bête, l'église romaine elle prend peur. Et elle appelle la croisade. Et c'est parti, tout simplement, pour faire bref, pour la seule croisade qu'on enseigne, qui va se faire entre chrétiens, qui va durer 50 ans, qui va se faire dans le pays. Je me répète parce que c'est l'essentiel de l'ADN de ce pays que vous traversez. Car vous savez, bonnes gens, que chaque région a une tendance à s'approcher à une période historique bien prédéfinie. Et ici, c'est le catharisme. Guerre fratricide. Le comte de Toulouse pendra lui-même son propre frère Baudouin. Et oui, parce que le frère a pendu son frère, parce que le petit frère, il avait choisi le camp des croisés. À mes yeux, mais aux vôtres aussi, quand le frère prend son frère. Mais ces guerres-là, elles ont quelque chose de plus dans le sordide. Pour parler de Monseigneur au temps de cette sale guerre, alors que pendant toutes ces années-là, la guerre ravage en permanence le pays où vous êtes, les gens qui vont vivre ici vivront en sécurité totale, d'où le nom de la commune dans laquelle je vis. Et vous êtes venus, Monseigneur. L'étymologie des choses, elle est simple. Il faut souvent décomposer les mots en langue française. Montségur, le mont sus. Une simple expression au départ. Ça ne s'est pas appelé ce rocher depuis les temps Montségur. Il y a bien un type ou une fille qui l'a sorti. Et oui, parce que quand on brûle les tiens à quelques kilomètres d'ici à Montferrier, et que toi, le Qatar, pendant 40 ans, tu vis et tu meurs de vieillesse ici, il y a de quoi se sentir en sécurité sur cette hauteur sûre, ce Montségur. Et ce Monseigneur tout attaché ou sur lequel tu as grillé ton GPS peut-être. On doit, quand on franchit cette porte et que l'on voit cette ruine, on entend les visiteurs, francophones ou pas francophones, vous comprenez certains, mais font tous la même erreur, de se dire, mon Dieu, là-dedans, il ne devait pas y avoir grand monde qui devait y vivre, quelques dizaines de personnes avec les bêtes et c'est tout. Ça dépend ce qu'on met dans le mot quelque. Le minima, et c'est pas en dessous, on estime que la population de la montagne tourne, c'est une fourchette, entre 500 à 1000 personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, moi au village en bas, je vis à Montségur, chez moi en bas on atteint péniblement, mais alors péniblement, les 110 habitants. Bon, je vais vous dire un truc entre nous, mais je n'imagine pas une demi-seconde les 110 habitants chez moi devant le ensemble une simple semaine entre eux là-dedans. Qu'est-ce que je veux dire? Moi il y en a, je les connais, mais je peux balancer des noms. Hein. Et mais moi, ça ne me pose aucun problème de parler d'abrutis. Hein. Ça va vite partir à la gifle. Et puis ça va pas mettre une semaine. Que voulez-vous, braves gens? Il y a des abrutis sur Terre, même à ça, ils n'arrivent pas à supporter. Tu m'étonnes que sur Terre, ça ne le fasse pas. On est des milliards. Déjà, tu n'arrives pas à ça. Franchement, la route est longue, hein, de vivre ensemble. Moi, ces expressions, elles me font marrer. Hein. Même lui. C'est bon. Voilà. Plus le bétail. Pas que des jolis chiens comme le vôtre. Des chats. Moi j'ai des chats. Le plus gros, hein. Ah oui, plus gros. Je parle du bétail. Je ne parle pas d'animaux domestiques, familiers. Et je n'invente pas la porte cochère. Ou les marches ayant pas d'âne. Vous n'êtes pas bien en montant, parce que j'ai droit chaque matin, quand je monte à la bourre, je mets la pression au mec ou à la fille qui est devant et j'entends râler à quelques centimètres parfois. Et pourquoi ils nous ont fait des marches pareilles? C'est d'abrutis ariégeois. Là, vous avez des bonnes jambes. Si vous êtes venus là, c'est que vous êtes en forme. Vous imaginez ceux qui sont moins en forme. Elles sont pénibles. Hein. Elles sont pénibles parce que c'est du pas d'âne. Et oui, ils montent à cheval. C'est pas une cabane de berger, ça. C'est un château fort. Et tout le monde sait que dans le château fort, il y avait des mecs, on appelait les chevaliers. Bon, ils n'étaient pas tous chevaliers, mais enfin, ils montent à cheval. Et une écurie. Ça sentait bon le crottin là-dedans. Ça sent bon l'écurie ici. C'est comme la cour de ferme du grand-père, que vous avez connu, ça. Et bon, la volaille. Tout ça, c'est disparu, hein, c'est des stabulations maintenant, malheureusement. C'est un peu nostalgique, ils se sentaient la ferme. Seulement, on n'est pas idiot à bouffer des cailloux. Faire tenir autant de monde 40 ans durant avec du bétail là-dedans, c'est inconcevable, car ici, c'est beaucoup trop exigu, c'est petit. Mais qui a dit vivant dans le château? C'est pas moi, hein. Bah non. C'est encore ce que je raconte. J'ai dit sur le podium. C'est pas pareil. Quand vous êtes à la Prade, au parking, à l'accueil en bas, chez le copain amis en bas, vous êtes en train de vous dire, bon, c'est simple, Montségur, apparemment, hein,
un pic, un petit château et point barre. Alors, dans la vie, des fois, il ne faut pas croire ce que tu vois. Eh bien, exactement, pas là. C'est pas un pic, c'est pas un château. Le pôle, trompe pas, mon ami, il n'est pas en pointe, il est en longueur. Mais qu'est-ce qu'il se passe? C'est que vous et moi, de longueur, face au sud, on n'en a pris que la largeur. La longueur, elle n'est pas là, elle est à l'est. Et l'est, c'est derrière le mur bouclier qui est ici. Ce gros mur, il fait 4 mètres d'épaisseur parce que là, il y a un gros point faible. Ça ne va pas non plus, pardon, ici, un peu 43. Seul endroit où les ennemis pourront installer les machines de guerre. Pourquoi? Parce que si autour de nous il y a des falaises, là la montagne elle continue. Elle vous envoie, on est sur le pic de Macane, hein, c'est moi, boum, 800 mètres de long, 80 mètres de large, près des falaises. Et 800 mètres plus loin, ça c'est la salle de Macane, le pont qui s'arrête brutalement par une dangereuse falaise. Du bout de la montagne là-bas, au sommet du Pog ici, jusqu'à mi-pente face sud, j'aurais pu en parler, toute cette montagne, au temps des Cathares, va se recouvrir d'une ville fortifiée. Vous connaissez Carcassonne? Pour l'essentiel d'entre vous. Bon, c'est grand, même si vous ne connaissez pas, c'est grand. Ça fait 600 mètres de long. Le Pog en fait 800. Alors écoutez-moi bien. Un médiéviste, un universitaire, un archéo, je sais pas moi, une fille, un mec de la Drac à Montpellier, à Toulouse, va essayer de vous expliquer que vous venez de vous coller sur l'un des plus grands gisements archéologiques d'Europe. D'Europe, hein. Je sais qu'on dirait pas c'est drôle quand on voit ça. Ah mais là, il faut finir la phrase. Quand on voit ça aujourd'hui, bon, vous imaginez l'état de votre maison dans 800 ans. N'imaginez pas se faire de la peine. Déjà, je vous ai dit qu'on va tous mourir un jour. Elle est pourrie l'ambiance ici. Bien fait de venir, hein. Bon, après, ça peut vous rassurer. T'inquiète pas, dans 800 ans, tu ne vas pas l'avoir, la maison. Je ne suis pas trop si ça te rassure, en fait. Ça fatigue au bout d'un moment. Voilà, il ne restera rien. Ni de nous, ni de la maison. Ici, pourquoi ça n'a pas survécu? Parce que dans l'absolu, il y a bien des trucs sur Terre, les plus anciens du XIIIe siècle, qui ont survécu. Oui, mais parce qu'ici, on est chez les vaincus. Les vaincus et survécus, ça rime pas, en fait. Lors des guerres, les vaincus, on les tue. C'est pas des guerres. Le problème des morts, il est sur trace, leur mémoire, leur passage. On appelle ça le patrimoine. Et il y en a des grands intellectuels du XXIe siècle, au temps de nos cartables, en septembre 2024, il y en a la mémoire des morts, où les morts, ils n'aiment pas. Les morts, hein? Ah oui, on devient de plus en plus intelligent sur Terre. Alors on détruit, on casse. Palmyre, boum! Les mecs, ils sont morts depuis des milliers d'années. Une équipe. Apparemment, ça en a gêné quelques-uns. Ou, on va se parler de nous-mêmes, il y en a marre de parler des autres. Qu'est-ce qu'on fait quand on demande des statuts? Au XXIe siècle. Ne faites pas ça. Déjà, il va falloir vous détendre. C'est de la pierre. Non, mais revenez sur Terre. C'est de la pierre, une statue. Ce que vous n'aimez pas derrière la statue, c'est pas la statue, c'est l'idée qu'il y a derrière, c'est l'histoire qui ne vous plaît pas. L'histoire qui ne vous plaît pas. Ok. On devient tous fous. Mais fous dangereux, hein. Et depuis quand l'histoire est là pour faire plaisir? Alors, je vais vous dire, il y a quelques Français parmi nous ici. Mais faire plaisir à tout le monde en France? Eh bien, bon courage, mon copain, hein. J'espère que tu te dis que ce qui te fait plaisir à toi, peut-être qu'au mec là qui est en train de te parler, ça lui fait pas plaisir, hein, parce que tu sais les goûts et les couleurs, hein. Heureusement, hein. Au lieu de vous occuper des morts, vous ne voulez pas vous occuper de vos fesses et d'être meilleur pour l'avenir. Vous verrez, il y aura assez de boulot comme ça. Alors ne suivez pas ceux qui démontent, qui taquent, qui vandalisent, car on dit toujours, ceux qui cassent ne sont jamais ceux qui construisent. Donc c'est plus facile de casser que de construire. Ça demande moins d'intelligence aussi. Donc c'est un ensemble fortifié, voilà pourquoi tout est rasé, détruit, mais bon, il reste les fondations. Dans ce village fantôme aujourd'hui rasé, on y trouvait des cathares et des catholiques occitans. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié un truc important. Bon, donc, c'est ce qui s'est passé avec Montségur. Les croisés n'aimaient pas les cathares, même pas morts. C'est-à-dire le niveau de connerie, de violence que ça représente. Enfin, comme certains aujourd'hui. Ne pas aimer les morts, ne même pas les aimer, ils sont morts. Ils disaient même pas morts. Donc ils ont tout détruit. Et ça n'a pas suffi.
Une fois qu'il ne restera plus que quelques ruines fumantes du village cathare fraîchement rasé après le bûcher, les croisés, les vainqueurs, ont reconstruit, rebâti, je dirais même recautérisé au fer rouge cette maudite montagne d'hérétiques, en rebâtissant, en bâtissant, en érigeant un nouveau château, symbole de la nouvelle autorité, qui est le château qui est ici, et que les touristes prennent pour château des Cathares, alors que ça n'a jamais connu les Cathares. On photographie les croisés et on s'assoit sur les vaincus. Moi, que l'histoire elle me plaise ou pas, ça ne change rien. Ce que j'aurais bien aimé, c'est croisé ça. Donc voilà, je reviens à ce que j'allais vous dire. Dans cet énorme ensemble fortifié rasé, on trouvait des Cathares et des catholiques occitans. S'il n'y avait eu des Cathares, cette croisade, elle n'aurait pas duré 50 ans. Il y a une chose qu'il faut laisser aux Cathares, ils n'ont jamais tué qui que ce soit, même pas pour défendre leurs amis, leurs parents, leurs épouses, leurs amours, ou eux-mêmes. Pourquoi les Cathares ne tuent-ils pas? Parce que ce sont des chrétiens. Oui, non, je sais. Avant que tu pars en vrille, hein? Calme-toi. Au temps du Christ et des apôtres, un chrétien ne tue pas son prochain. Non mais vérifiez, hein, ça passe, hein, Internet, hein, sur vos tablettes. Au temps des premiers chrétiens, tu ne vas pas en croisade, tu l'as vu où ça? Tu ne brûles pas une pauvre malheureuse parce que ce qu'elle te balance ne convient pas, tu ne détruis pas non plus. Tu laisses vivre. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a des chrétiens ici, des pratiquants. Et c'est très bien. Il y a des commandements. Je ne connais pas, mais je sais qu'il y a des chrétiens ici. Je ne connais pas. Je suis sûr qu'il n'y a aucun des chrétiens pratiquants qui est ici. Vous n'êtes capable de me citer les 10 commandements jusqu'au 10e. Moi, une fois, j'ai eu un os. J'ai eu un prêtre. Oui, mais là, je lui dis, vous êtes hors course. Hein. Ça m'a fait marrer. Et puis il y a des gens athées aussi. Vous voyez, je ne vous connais pas, mais je te connais si bien quand même. Toi qui crois en rien, qui n'as pas du tout les mêmes idées que les miennes. Et tu as raison, c'est dit à toi qui sont les bonnes, mais les miennes qui sont les pourries. Bon, ne te fâche pas, je vais garder les miennes quand même. Je vais me refaire mon âge. Mais tu ne me la fais pas l'envers, celle-là. Je ne jouerai pas au faux cul de première. Parce que tu ne tueras point. Non, mais c'est. Tout le monde connaît ça. Tu ne tueras point. C'est quasi génétique. Combien de guerres au nom de Dieu? Depuis 2000 ans? Il n'y a eu que ça. Pourquoi il y a eu? Ah, mais parce que ça s'est arrêté, les guerres au nom de Dieu, au mois de septembre 2024, avec certains débiles profonds, là, sur Terre. On ne tue pas au nom de Dieu sur Terre. On fait pas régner la croisade, enfin la terreur au nom de Dieu, avec certaines familles, d'autres pas des chrétiens, là. Mais voilà, ça continue. Il va falloir arrêter de donner des leçons à ces gens-là du Moyen-Âge, parce que ce qui s'est passé ici à l'échelle stricto-régionale se passe aujourd'hui à l'échelle planétaire. Alors donner des leçons aux morts, c'est facile quand on ne se regarde pas dans une glace. Hein. Mais c'est un peu trop facile. Voilà pourquoi les catholiques de Toulouse, Béziers, Montauban, Carcassonne, Albi, Narbonne et les autres villes du pays cathare qu'on appelle aujourd'hui, on appelait les cathares les bons chrétiens, chrétiennes, bons hommes, bonnes femmes, purs, parfaits, parfaites, amis de Dieu. Parfois on me dit, et je ne comprends plus, parce qu'ils ne tuent pas il y a 50 ans de guerre. Je vous ai dit dès le départ, et j'ai commencé par ça, de la visite, que chez nous, le pays n'est pas cathare. Raymond VI, comme de Toulouse, il n'y croit pas du tout à cette histoire de catharisme. Parce que moi, je crois que la religion, c'est comme l'amour. Il n'y a rien de plus intime. Qui croit, qui ne croit pas. Là encore, je vous dis, sans insister lourdement, il y en a, il va falloir qu'ils se détendent, d'arrêter de vouloir massacrer la moitié de la planète. Au nom des histoires religieuses. Lui, il ne croit pas au catharisme, le comte de Toulouse, Raymond VI. C'est un catholique. Mais sa femme, elle y croit. Et en 1209, sa femme est en danger de mort. Faites en simple. Pourquoi vous compliquez les choses quand elles sont simples? Le mari défend sa femme. Point barre. Ou politiquement, le seigneur défend certains de ses vassaux qui sont cathares. Oui, mais c'est le Moyen-Âge. Le noble, le seigneur doit défendre ses vassaux, quoi qu'il arrive. Le vicomte de Carcassonne, car raison, c'est par là, c'est sa maman qui est cathare. Le comte de Foix, c'est sa sœur qui est cathare. Vous, les catholiques occitans, chez vous, à la maison, vous avez un enfant cathare. Vous avez une maman cathare.
Vous avez un amour Qatar. Vous avez des amis Qatar. Vous croyez que vous allez laisser se faire égorger, brûler vivant sous vos yeux? Comme ça, sans bouger. Le meilleur des exemples à vous donner, c'est l'homme qui a fait que Monseigneur est aussi célèbre. Raymond Pereille. L'homme qui a fait que Monseigneur, tu as une grande partie d'idées aujourd'hui des travaux d'urgence qui vont partir pour stabiliser la ruine, alors qu'on aimerait bien voir ça dans notre château, il n'a jamais été Qatar. Hein. Mais là, je vous parle du chef suprême. Il est catholique. Il n'y croit pas du tout à cette histoire de réincarnation. Il a le droit. Hein. Par contre, sa femme, une de ses deux filles, sa propre mère, ainsi que sa belle-mère, ces 4 femmes-là, elles sont Qatar, elles finiront brûlées vivantes en 1244 sous les yeux du genre, du mari, du fils et du papa. Parce qu'elles étaient Qatar, et que lui était catholique. C'est un peu comme si aujourd'hui, nous on n'est pas légion sur terre, ainsi un couple avec des idées diamétralement opposées, politiques et spirituelles, pour vivre ensemble sans se gueuler dessus et être heureux. Mais si on était plus nombreux, ce monde irait mieux. C'est facile de vivre avec quelqu'un qui a les mêmes idées que toi. Mais, oui, à part l'amour, mais ça n'avance pas à grand-chose sur le plan intellectuel. Il y aurait quelqu'un qui ne partage pas les mêmes idées que toi. Ça permet de comprendre que sur Terre, il y a d'autres pensées. Il est moins con, et donc moins violent. Parce que bête et méchant, ça va ensemble. Et oui, eux, ils partageaient leurs idées. Et le vivre ensemble dont on parle, eux, ils n'en parlaient pas, ils le faisaient. Nous, on en parle, on ne le fait pas. C'est une belle leçon d'histoire humaine, Monseigneur. Et ça va se terminer en 1243. En 1243, un castrum réussit à la croisade, mais il n'y a rien. Monseigneur. Et voilà pourquoi le pape Honorius IV ordonne au roi de France, Louis IX. Louis IX, c'est le futur. Très bien. Saint-Louis. Les autres, il faut bosser un peu quand même. Avant de finir ça. Bon. On ordonne au futur Saint-Louis, merci madame, d'en finir Dixit avec cette synagogue de Satan, qui est Monseigneur, dans les guillemets. Vous voyez, on n'a pas trop évolué dans le discours des hommes politiques d'aujourd'hui. On va en finir avec Monseigneur. Au mois de mai 1243, 2000 à 4000 croisés investissent le POG et le regardent un peu du coin de l'œil. Gros problème pour les croisés. Ce qu'ils ne voient pas, c'est ça, ce petit château, parce qu'il n'est pas construit encore. Et ce qu'ils voient, eux, c'est ce que tu ne vois plus. 800 mètres de crête, 80 mètres de large, blindé de défense. 2000 à 4000 hommes. Face à Raymond Pereille et le gendre, Pierre, Roger de Mirepoix, ils ont fait venir 200 guerriers. Le restant, ça ne combat pas, je vous l'ai expliqué. Mais là, c'est fort à la mole. Quand tu as 200 hommes et comment je me ramène avec 4000 hommes, oui, même si tu es costaud, tu vas perdre. Hein. Vous savez quand même. Mais au moins, vous jouerez les prolongations, comme on dirait dans un match. Mais vous allez perdre. Si ce rocher pouvait parler, vous verrez qu'il sont dans les combats. Vous avez la gentillesse d'honorer votre présence. C'est bien de faire ça au moins une fois dans sa vie. Quelques minutes. Ça ne va pas vous coûter cher, hein, si je puis dire, dans le jeu de mots. Le lieu où il y a eu le plus long siège de 50 ans de guerre cathare. Nous n'avons pas plus long que le siège de Montségur. 2h30 d'autoroute d'ici. Il y a des milliers d'habitants à Béziers. Charlemagne, que quelques-uns connaissent, il s'est pété le nez, savez-vous? Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais gamin, bon, je crois qu'à l'époque, on appelait ça les maîtres d'école ou les maîtresses. On m'a bien surruiné quand j'étais à l'école, petit tout, là, le coup du neveu à Roncevaux. Si, celui qu'on appelle Roland. On m'a moins souvent parlé de tonton Charlemagne à Béziers. Jamais. Il n'a jamais pris cette vie. Une enclave dans le domaine carolingien de Charlemagne. Alors en 1900, on pensait qu'on allait faire pareil avec la croisade. Il faut lire la propagande de l'époque. Ça existait déjà, la propagande. Les Payres de Miraval, les Émeric de Montréal, les Guillaume d'Opou, les Arnaud de Ventadour. On est prêts qu'ils viennent, on les attend. C'est des poètes. Et mes amis, mais ça aussi, ça ne changera pas. Ceux qui parlent en temps de paix ne sont jamais ceux qui montent au front en première ligne en temps de guerre. Ceux qui parlent beaucoup en temps de paix, généralement ils se planquent à l'abri. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Été 1209, des milliers de croiseurs descendus la vallée du Rhône ont investi Béziers, nos troubadours sont allés se planquer à la ville de Toulouse, on n'entend plus jamais parler d'eux, pour se faire oublier.
Et les croisés ont pris Béziers en une seule demi-journée, et au cri de tuer-les tous, 5 à 10 000 morts, des mouches, des cadavres. Montségur, avant l'horreur du bûcher. Je n'ai pas de suspense à vous donner, hein, le bûcher. 11 mois. Mais là, c'est Fort-Alamo. Mieux d'ailleurs, hein, parce que Fort-Alamo, ils n'ont pas tenu 11 mois. Hein. Je vais leur faire un film un jour. Pour résumer le cirque en 2 parties. 8 mois sur 11, je résume, hein, eh bien les croisés ont connu l'échec total. Pendant 8 mois, les croisés ont attaqué le seul point faible des défenses naturelles, le seul endroit où il n'y a pas de verticale, mais une pente faible et accessible. Selon vous, l'endroit qui est facile à monter, il est où l'endroit facile? C'est facile. Il est là. Hein, on a fait un effort, mais on n'a pas fait un exploit sportif. Hein. Ça vient de moi ou je vous le sens en arrêt là? Ça vient de moi, non? Et les amis, restez lucides, hein? Bon, ça va, tout le monde monte par là quand même. Moi, ça fait 30 ans que je vis comme archéologue à Montségur ici. Franchement, j'ai passé un moment de ma vie ici. Hein. En 30 ans de vie, j'ai jamais vu aucun kidam arriver par la face nord. Hein. Même pas ceux qui ne veulent pas payer. J'en fais partie. Faut pas mentir dans la vie, hein. Ça ne sert à rien. Quand on peut ne pas payer, montre-moi copain par où t'es passé. Seulement une fois que tu vas montrer les falaises, je vais te dire, écoute, te fâche pas, te vexe pas, mais tant pis, va, je vais aller payer là. Vous n'allez pas vous tuer pour 7 et quelques euros. Hein. 3 lignes de muraille. Et oui, là, aujourd'hui, on sait qu'il par les drones, les scans numériques, les lidars et puis les fouilles. Allez au musée. Vous verrez des images numériques. Il y avait 3 lignes. Un piège à rats. Bon, c'était poli, parce qu'il y a les dames. Sinon, j'aurais dit un piège à autre chose. Pour les croisés. Et contre ces murailles, les croisés vont se faire péter le nez par 200 types et quelques femmes qui ont combattu. On est au Moyen-Âge. Printemps, été, automne et hiver. Bon, alors, on est à 8 mois avec des milliers de combattants pour rien. Vous imaginez ça aujourd'hui? Il y a un autre problème que le découragement. Lui, le climat qui bouge, les saisons qui défilent. On est à 1200 altitude, on est en hiver. On est en Ariège, climat froid, c'est pas les Corbières. Puis vous êtes allé à l'école. On vous a appris quand vous étiez petit, c'est pas si vieux, hein, que l'arrivée de l'hiver, ça n'a jamais été une bonne nouvelle pour un homme en campagne. Le froid, ça a tourné des dynasties, des destins d'armées qui volaient du temps en victoire et qui ont connu la défaite totale. On table là-dessus ici. C'est simple. Si avec 200 gaillards, vous là, les défenseurs, vous arrivez à me maintenir en échec avec mes hommes et mon bétail, et m'amener en mois de décembre, souviens-toi de Napoléon, hein? Mais quoi, tu veux que je bouffe de la neige? Tu veux que du bétail bouffe des glaçons? Parce qu'un cheval, une vache, une mule, ça hiberne pas. Hein? Que les animaux ou les croisés, mais ils vont crever. Ou alors ils vont repartir à la maison. Seulement, tout va foirer. Pourquoi? C'est tout bête. Il n'y a pas eu un gros coup de bol, là, pour le coup, hein, pour les défenseurs. Il semblerait, selon les études de palynologie, de dendrochronologie, que l'hiver 43 puis 44 fut un hiver doux. Très doux. Pas si froid que ça. Froid, oui, on est quand même en montagne, mais pas de quoi faire crever un mec. Puis il y a de la neige, mais pas tant que ça. En tout cas, pas de quoi bloquer les chemins et interdire les charrois de Carcassonne chargés de grains et de fourrage ou du Lauragais de venir jusqu'ici. Et oui, l'hiver 43, bonne gens, n'a pas été celui qu'on attendait côté défenseur. Et c'est même en hiver que Montségur tombe. Dans l'armée croisée, il y a des montagnards, des isolés des gars de la grimpe, des sportifs qui n'ont pas peur du vide. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Avec une quinzaine de montagnards, les croisés vont aller attaquer la garnison de Montségur au moment où tous les défenseurs vont s'y attendre le moins des 11 mois de combat qu'a duré le siège au total, et on va frapper ces hommes et ces femmes à l'endroit où ils vont s'y attendre le moins. Alors on va commencer par le moment de l'attaque. Pendant 8 mois, les croisés ont toujours attaqué la pente en plein jour. 2 jours. Comment ça? Rien de donné. Alors on va attaquer de nuit. Ouais. Et là, vous êtes en train de vous dire, c'est-à-dire que les croisés, ils ont mis 8 mois à comprendre qu'il valait mieux attaquer de nuit. Ben, bonne tronche d'abruti quand même le croisé. Attention mes amis.
Ça sent l'embrouille. Ne les sous-estimez pas. Ils sont en train de la faire à l'envers. S'ils mettent 8 mois, c'est parce qu'ils attendent. Je vous aide. Dans un camp, comme dans l'autre, ce sont des chrétiens. 8 mois après le mois de mai, on est en décembre. Ouais, Noël. Moi, je n'ai pas le nom de vous connaître. Mais vous êtes des êtres humains. Point barre. Je dis même pas des occidentaux, mon ami. En 1000 ans de civilisation chrétienne, dans toute l'Europe médiévale, dans toutes les nations, hein, dans tous ces humains, il n'y aura qu'une seule fois où des humains, des chrétiens, iront égorger, qui plus est, d'autres chrétiens, une nuit de la naissance du Christ. Et cette seule fois-là, en 1000 ans, bon, c'est dur. Souvenez-vous les Français. La guerre de 14-18, la boule des tranchées de Verdun. Il y en a, souviens-toi, hein, ils ont pris une balle dans la tronche par leurs propres troupes, parce qu'à Noël, dans les tranchées, ils ne voulaient pas combattre le mec d'en face, en 1914. Je n'invente pas ça, non plus. Hein. Mais vous imaginez ça au Moyen-Âge? Il va falloir faire un film. Hein. Et venant de l'homme envoyé par le pape, le vicaire du Christ sur terre, imaginez un coup pareil. Quand même, aujourd'hui, au XXIe siècle, le pape qu'on connaît là, qui dira à des chrétiens d'aller égorger d'autres chrétiens une nuit de la Noël. Mais vous imaginez les réseaux sociaux, les politiques, nous, putain, mais la gueule comme ça, hein. On ne va pas arrêter d'en parler. Hein. Putain, mais au Moyen-Âge, c'est irréel un coup pareil. Non, c'est réel. Je vous dis qu'on en ferait un film. Maintenant, il y a l'endroit de l'attaque. On ne peut pas passer par cette pente, tentons les falaises. Et là, les croiseurs voient du lourd. Beaucoup des montagnards, on va attaquer pas les falaises, on va attaquer la falaise la plus inaccessible. On va débarquer là où l'ennemi sera le plus fort. Donc, là où l'attendent, on les attaque. On espère que ça te rappelle quelques plages de Normandie du siècle dernier. On débarque souvent là où l'ennemi sera le plus fort. Je vous l'ai évoqué, 800 mètres à l'est qui se termine par une verticale. La falaise qui est là-bas, elle est connue en Europe par les grimpeurs. Il y en a qui font de la grimpe, peut-être parmi nous. Vous avez là-bas de quoi vous abuser, c'est un spot de grimpe qui est hors catégorie. Ça a été déclassé tellement que c'est dangereux. 100 mètres de feuilleté, parce que autant lui, tu peux y planter dessus un split, il ne va pas te la faire à l'envers, il tiendra. Lui, là-bas, le rocher, il ne tient pas. Et dévisser sur 100 mètres de vide, tu as le temps de réaliser qu'il va mourir et deux, t'es mort. Tu arrives là-haut, tu as fait ta grimpe, tu es vivant, bravo, et tu as les bases d'une tour. Ce spot, ce lieu-dit, on l'appelle le roc de la tour. Cette tour, il y a 800 ans, c'est une mois. Maintenant, elle est debout. On claque. Et elle verrouille le système défensif du castrum-cathare. Si vous arrivez à comprendre, c'est simple. Vu d'ici, pour vos défenseurs, vu d'ici, au loin, là-bas, c'est le point le plus bas de vos défenses, des 800 mètres. Comment, quelle position? Quelle formidable position. Parce qu'en 8 mois de combat, aucune attaque, nada de nada, de la part des croisés contre cette falaise. Enfin, ils n'ont pas le matos de grimpe qu'on a aujourd'hui au XXIe siècle. C'est ça qu'ils ont pris. Chapeau, hein. De nuit, en hiver, armés de couteaux, mais armés, bon, ils n'ont pas avec côte de maille, et avec le bon matos de grimpe des années 1200, mais là, c'est les commandos de Montlouis, là. C'est les forces spéciales, des bérets verts, le GIGN version XIIIe siècle. Spider-Man. Bon, on s'en fout, en fait. Mais des gars plutôt sportifs, quand même. Hein. Des mouches, là, qui vont grimper la Noël, l'Europe fait la fête, le long de la verticale. Et ils y arrivent. Ils prennent un peu sur le roc, ils sortent les couteaux, ils rentrent dans la tour, et alors là, ça va aller viteuf. Ils rentrent dans cette petite fortification, et ils vont les souhaiter un bon et un joyeux Noël aux quelques malheureux défenseurs. À Patres, une tour, c'est 5-6 mecs. C'est pas énorme, une tour. Et là, mon sœur est perdu. Car à partir du moment où les croisés ont des combattants à eux sur la montagne, ils vont changer de méthode, ils vont bombarder les défenses, chose qu'ils n'ont pas pu faire pendant 8 mois. Pourquoi? Parce qu'au Moyen-Âge, il y a un gros problème en montagne, enfin il y a un gros problème déjà tout court, il n'y a pas de canon. Non, ça va sans dire, pas d'avion non plus. Alors il y a ce qu'on appelle, on va faire simple, les vacances, les catapultes. Vous imaginez avec une catapulte au parking? Il ne faut pas le faire ça. Hein. Non, je sais que tu es très fort. Apparemment, tu n'es que très fort. Hein. Prendre un caillou et le balancer très fort au-dessus d'une pente, quand toi, tu es en bas de la pente. Ah, mais excusez-moi, des cons, j'en connais beaucoup. Mais celui-là, c'est du hors catégorie. Hein. Il faut le classer monument historique, lui. Hein. Je vais te vous dire, une femme en montagne, elle va dégommer tous les mecs, là. Et vous n'allez pas vous fatiguer, les filles. Hein. Il y a 3 jours ici, j'ai eu des monstres qui sont arrivés ici. Je vous garantis, c'est des monstres.
Quand tu les vois à la télé dans ton canapé, avec le chat sur le bide et une petite mousse à la main, devant l'écran plat, c'est pas la même quand tu les vois à côté à 1,50 m de toi. Je m'explique, j'ai eu toute l'équipe du 15 de rugby de Castres qui est arrivée ici. Pas des fouteux, hein. Quand je les ai vus arriver, ces mecs-là, je me suis dit, va peut-être pas falloir que je m'embrouille avec certains d'entre tous d'ailleurs. En fait, c'est des rugbymen, super sympas. Voilà. Mais soyez honnêtes. Vous, mesdames, bon, les mecs sont pareils encore. Vous, les filles, vous me faites un coup de main. Les gros monstres là qui montent, ils jouent au stade, à Toulouse ou ailleurs. Ils prennent des rochers dans les tibias comme ça là. T'es sûr que c'est le tibia qui va arrêter le rocher? Ah non, le rocher, il va continuer sa route. Par contre, toi, tu n'as plus de tibia. Ça pète vite des jambes. Hein. Ça craque vite un corps humain, hein, sous des avalanches de pierre. Et oui, bonnes gens, on est fragile. Comme disaient les Cathares, cette matière est mal faite. Et elle est sûrement pas éternelle. Et voilà comment il y a 800 ans, 200 hommes, plus quelques femmes, ont bloqué l'armée entière, un terre-montagne, deux, au XIIIe siècle. Mais là, il faut tout reconsidérer. Les croisés sont aussi sur la montagne. Du coup, ils vont faire monter les machines de guerre. Et ils vont s'en servir. Point par point, c'est exactement ce qui s'est passé. Je vous dis qu'on en fera un film, car les textes disent que les catapultes croisées de l'évêque d'Albi, du roi de France, de l'archevêque de Narbonne, ont été démontées, cachées dans la vallée au pied, dans la forêt au pied de la montagne. Et ensuite, ces éléments, poutre par poutre, morceau par morceau, cheville par cheville, comme un jeu de Lego de Playmobil, les catapultes croisées sont arrivées, tirées à l'aide de câbles de cordes, démontées, poutre par le haut de la tour. Pendant que les croisés, les charpentiers croisés, font monter leur bout de bois là-bas, ils déclenchent, comme quand tu joues aux échecs ou aux dames, une attaque diversion, là. Le problème de la garnison, c'est le nombre. C'est simple à comprendre quand vous en avez fait l'école militaire de Saint-Cyr. Vous n'êtes pas assez nombreux pour combattre sur deux côtés en même temps. Parce que si tu fais ça, divise-toi, mais ce soir, t'es mort. Ce que veulent les croisés, c'est que tu pars au plus urgent. Du coup, moi, si je t'envoie le maximum de mes troupes ici, et que là-bas, j'envoie que du bois, le plus urgent, c'est le bois ou c'est les mecs qui sont en escaladé ta muraille? Dépêche-toi d'aller là. Sauf que comme moi, j'envoie un paquet d'hommes, tu vas devoir mettre tout ce que tu peux comme troupe là. C'est ce que je veux. Je sais bien que ce soir, je ne vais pas passer. Mais tant que tu as été là, pendant que tu as été là, eh bien, mes hommes ont fait monter leurs catapultes sur le haut de la tour et se sont fortifiés. Comme après le coup du débarquement en Normandie. Réagir, c'est trop tard ensuite. Et de là-bas, les croisés ont pris, je vous la fais courte, hein, je ne veux pas vous en mettre de trop, mais l'une après l'autre, toutes les défenses secrètes qui barraient la montagne. La garnison s'est bien battue, mais elle n'a fait que reculer ensuite. Et 10e mois des combats, on change d'année. On est en février 1244. Montségur est sous la neige. Enfin, la neige est arrivée. Trop tard. Ça ne sert à rien maintenant, la neige. Ils sont à 30 mètres, les croisés. Seulement, ils n'avancent plus. Ils sont bloqués à 30 mètres d'ici par la dernière muraille, la dernière perpendiculaire, la fameuse Barbacane du Castrum. Si jamais les croisés prennent cette ligne, ça sera le carnage. Car derrière cette ligne, il n'y a plus de défense. N'oubliez pas, mes amis, je le dis pour les copines et les copains survivants, pour tout le monde, c'est que le château qui est là n'existe pas encore au temps des Cathares. Ce château, mesdames et messieurs, vous le déboîtez, il ne viendra que 20 ans après le bûcher. Ça, c'est le château des vainqueurs. Par contre, quand les archéologues ont fait des fouilles ici, où on balançait du lidar, vous voyez, c'est comme une espèce de radiographie, on a géolocalisé les satellites, sous vos pattes là, plus de 200 maisons. Rasées, mais elles sont là. Hein. On en a fouillé, depuis les années 60, une dizaine de maisons. Oui, mais ces maisons, il y a 800 ans, tu remontes le temps, tu enlèves ce château. Oh, ça a disparu. Et là, ces maisons, elles prennent la place, elles poussent, et elles ne sont pas vides d'air, elles sont juste remplies de femmes. Tu vois de quoi je te parle? Des femmes, c'est la guerre. On se comprend. Des blessés, des vieillards, des infirmes. Et puis n'oubliez pas, mes amis, bon sang de bois, tous ces Cathares qui, au long des 10 commandements, ne veulent pas filer un coup de main pour se défendre aux quelques derniers défenseurs catholiques de la montagne. Alors c'est simple, si le dernier carré de défenseurs sur la Barbacane flanche, les croisés rentrent dans les maisons, je te laisse imaginer ce qui va arriver à ta famille. Béziers, Montauban, Marmande, Moissac, Lavore, Limoux. Je ne vais pas tout faire tous les
des mouches, des cadavres. 0 survivant. Il faut vous rendre. Ça fait 10 mois que vous vous battez. Attendez, 10 mois, à 1 contre 20. Et puis, mais t'attends quoi? Des renforts? Non mais reviens sur terre. Je vous ai dit que quand Monseigneur est assiégé, on a tous déposé des armes. Moi, je n'ai pas d'autre mot. On les a abandonnés. On n'a rien fait pour eux. Alors, si le dernier carré défenseur flanche, il faut imaginer ce qui va suivre. Donc, du coup, ils vont se rendre parce que c'est fini, là. Pas eux. Moi, je vous dis que c'est un côté fort à la mort, ce truc-là. Ça ne sert à rien, ce qu'ils vont faire. Mais le dernier carré défenseur refuse de déposer les armes. Et alors qu'ailleurs, on s'est rendu au bout d'une demi-journée, à 1 contre 20, le dernier carré défenseur va continuer à se battre pendant tout le mois de février. Vous savez, il y a toujours dans les histoires des poches. En Ukraine ou ailleurs, ou en France, vous savez, il y a eu la fameuse poche de Saint-Nazaire. C'est la même idée. Les croisés, voyant que la Barbacane n'est pas encore prête à se rendre, qu'est-ce qu'ils font? Comme les guerres modernes, ils approchent une dernière fois tout ce qu'elles ont comme catapulte. Et pendant tout le mois de février, nuit et jour, les textes disent même, à la lueur des torches et des flambeaux des croisés, les catapultes croisées pilonnent la Barbacane. Si vous allez au village tout à l'heure voir le musée, vous verrez de grosses boules de pierre, comme vous avez redescendu, c'est quelques-uns des boulets de guerre. On a plus de 400 boulets conservés sous les racines des arbres. Les archéologues ont géolocalisé le seul champ de bataille unique au monde conservé de 1200. C'est Verdun, XIIIe siècle. C'est un cas unique, on est en réserve archéologique. Ouais. Pendant un mois, les croisés pilonnent, nuit et jour. Et ils attaquent. Je ne vous ai pas embêté avec les dates. Mais celle-là, vous pourrez la retenir, car elle fera un bon titre de film. Ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des contes pour enfants, je suis obligé d'en donner une ou deux de date. 1er mars 44. C'est amusant l'histoire. Elle vous donne des trucs comme ça. Bon. 1er mars 44, les croisés arrêtent de tirer sur la Barbacane et attaquent la Barbacane, blam à l'aide d'échelle. C'est-à-dire, on est en plein péplum. Oui, certes, mais c'est la réalité. Comment on le sait? Le sergent d'armes Arnaud de Lavelanet, un défenseur, a eu le temps de crier parce qu'il va mourir. Attention aux échelles! D'autres, ses contemporains qui ont survécu en témoignent. Même des femmes de la montagne sont allées se battre et sont mortes. Si vous allez au musée, premier étage, une alcôve, vous verrez 2 sépultures humaines, le squelette de gauche et la fille. Et tu vas vite comprendre qu'elle est morte de mort violente. Ah oui, pour le coup, hein. La colonne vertébrale, il lui manque 8 vertèbres. En passant des vertèbres qui lui manquent, ça trouve une longue tige de fer, longue comme cela, plus grosse que mon pouce. Tu sais, c'est l'ancêtre des balles à sanglier. C'est attrapé par une balle à sanglier. Les balles de guerre, en fait, c'est les mêmes. Hier, c'est pareil, mais on appelait ça des carreaux d'arbalète. Qui, avec une violence inouïe, il a sectionné la colonne vertébrale, tué raide et enterré à côté du mec qui a connu la même mort de la même façon, au même endroit, pour les mêmes raisons. Une combattante. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que l'assaut a été repoussé, mais au prix de pertes en humaines catastrophiques. Raymond Pereille, l'homme qui est arrivé ici en 1204, mais en 1244, plus assez de combattants des deux sexes valides pour défendre la montagne. Combattant mais pas fanatique, hein. Ne me le confondent pas les deux. Hein. Il y en a un qui veut que tout le monde meure, même sa famille, et d'abord sa famille, au nom de je ne sais quelles idées à la con. Hein. Le combattant, comme Vercingétorix, il livrera sa tête, sa vie, sa liberté, pour avoir une chance d'en sauver quelques-uns. Et oui, n'oubliez pas qu'ici, il y a des gens qui ne sont pas cathares. Alors si Raymond Pereille négocie bien, peut-être qu'il va sauver la vie de quelques-uns. Le 2 mars au matin, Raymond Pereille prend maintenant une lourde décision. Il n'a pas dû trop dormir. On arrête. Le 2 mars, les derniers irréductibles déposent les armes dans les neiges du mois de mars 44 en Liégeois. Nous porte au centre-bail et c'est Raymond Pereille qui va négocier avec les vainqueurs 4 points. Tous ceux qui ne sont pas cathares, la garnison et leur famille, et tous ceux qui, parmi les cathares, voudront bien renoncer à tout jamais au consolament, abjurer le fameux baptême cathare, eh bien tous ces gens-là garderont la vie. Il y a eu peu, mais il y a eu des survivants. Sans eux, je n'aurais pas eu l'honneur de faire une visite guidée. Parce que, profitez bien de cette visite. Pas
parce que c'est moi qui l'a fait. C'est ça que je vous dis. Je considère que c'est assez sympa de parler des gens que je ne connais pas, dont j'ignore leur prénom, et que je sais qu'il y a très peu de chances que je reverrai une fois dans ma vie. Pourquoi je vous dis profitez bien de cette visite? C'est tout bête. Vous êtes venu en pays Qatar, non? La région Occitanie, c'est plus grand que la Belgique. Alors je vais vous dire. Dans tout ce que tu appelles le pays Qatar, tu n'auras eu qu'une seule fois une visite guidée sur les Qatars. Pourquoi tu n'en feras pas ailleurs à Père-Pertus, puis Laurent, Stern, Aguilar, Lastour et les autres? C'est parce qu'ailleurs, je n'ai pas de témoignage de vaincus. Rappelez-vous, bonnes gens, c'est que l'histoire elle est toujours écrite par les vainqueurs. Ça ne prend pas la route pour se calmer, ça, de nos jours. Eh bien ici, l'histoire nous a fait un cadeau. Les deux camps ont témoigné. Mieux, les deux chefs ont témoigné. Moi, j'ai un copain qui a réussi, il y a de nombreuses années, il est âgé maintenant, un grand concours. Il est devenu grand big boss, on appelle ça conservateur en chef, du musée archéologique d'Alésia. Alors, il enseigne à la fac, à l'étranger et tout, bon, on s'en fout. Mais ce qu'on s'en fout pas, c'est que le copain archéologue, là, il ferait péter la carte bleue pour, lors d'une fouille, trouver à Alésia une tablette écrite de la main d'un certain Vercingétorix. Vous imaginez quand même, mes amis, je pense qu'on aurait une autre vision des choses que dans la guerre des Gaules écrite par César, quand on parle des Gaulois, quand on est vainqueur et quand on les a soumis. T'inquiète pas pour la carte bleue du copain, il ne va pas la faire péter, parce que les Gaulois, les Celtes, les Germains, c'est sympa, mais ça n'écrit pas. Ce que l'on sait sur ces peuples, c'est parce qu'ils les ont soumis, réduits en esclavage, vaincus. Du coup, ils ne sont pas neutres. Enfin, vous comprenez ça quand même. Et puis, on connaît un peu de leur vie quotidienne par l'archéologie. Mais la vision d'un Gaulois, on ne l'aura jamais. Il faut la déduire. Donc, du coup, tu peux te planter. Tu te plantes la plupart du temps. Là, ici, les deux camps témoignent et les deux chefs témoignent. Raymond Perrin, chef vaincu, et Hugues Desarcis, chef vainqueur. Voilà pourquoi les universitaires de France, de Navarre, et d'ailleurs, nous demandent régulièrement, on dit 2-3 fois du temps non, hein, mais des autorisations de recherche à Montségur. Voilà. Deuxième point, pas de prisonniers, pas d'otages, vivants, libres. Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui sont otages sur Terre. On ne sait même pas s'ils sont vivants ou morts. Ils doivent se dire, s'ils sont vivants, putain, mais ils m'ont oublié, c'est le coup du Monte Cristo, là. C'est peut-être pas les vacances à Montségur pour certains. 3, pas de viol. Ah oui, mesdames, parce que le viol, dans toutes les guerres, dans toutes les nations, on a toujours pratiqué ça. C'est les guerres. Hein. Et dans les deux cas. Seulement, il y a 4 points. On a gardé le meilleur pour la fin. Vous avez entendu parler de fameux trésors de Qatar. On apprend ça. À la demande du clergé Qatar, le dernier clergé Qatar occitan, les croisés accordent à Monseigneur, écoutez bien, 15 jours de trêve, c'est-à-dire 15 jours d'arrêt total des combats. Il y a Monseigneur un problème de date qui prend la tête à tous les historiens depuis 90 ans. Le château tombe le 2 mars 1944, certes, mais on ne ouvrira les portes que 15 jours plus tard et on ne brûlera les Qatars, pas le 2 ou 3, le 16. C'est-à-dire que pendant 15 jours, j'ai 4000 hommes, plus du bétail, qui à 1200 mètres d'altitude, au mois de mars, attendent à bouffer de la neige. On sait que pendant ces 15 jours, des vainqueurs en bas vont mourir de froid. Mourir de froid n'étant pas l'expression. Hein. Puis la vraie question, vous la voyez point. Vous êtes bien plus intelligent que moi quand même. C'est qu'en 50 ans de boucher Qatar, il n'y a qu'à Montségur, rien qu'ici, uniquement qu'ici, où les Qatars, ils ou elles, demanderont d'attendre un peu avant de brûler vivants. Alors, bonnes gens, qu'est-ce qui s'est passé sur ces rochers où on n'était pas encore né sur Terre, on n'était pas présent? Il y a 800 ans bientôt, entre le 2 et le 16 mars. Nul ne le sait. Mais vient cette histoire de trésor. Et oui, on apprend que durant cette quinzaine de jours de répit, 4 jeunes hommes Qatars, les seuls qui vont sortir d'ici, regardez comme les choses sont dingues de précision Montségur, on a des noms de fugitifs du XIIIe siècle, des trucs qu'on n'aurait même pas pour des contemporains. T'imagines? Pierre, Hugo, Peytavi et Car. 4 hommes accepteront une mission confiée par leur évêque. 1, évacuer la montagne. On sait que pendant ces 15 jours, à la douce, on va s'en dire, hein, sans se faire voir,
vont quitter Montségur de nuit en descendant le long d'une falaise. Bon, on ne sait pas plus, hein. Je sais pas où. 2. Ils vont rester cachés pendant plusieurs jours au nez à la barbe des croisés, textuellement infra castrum. Souvenez-vous de vos cours de latin, dans le secondaire, c'était infra castrum, c'est facile, voilà, sous le château. Oui, le problème c'est qu'ici ça se complique parce qu'on est dans le pays des grottes en Europe. Hein. L'Ariège, c'est le spot de la spéléo. 3. Ils amènent avec eux un sac qui est porté sur l'épaule d'un homme. Il est où mon trésor? Il n'y a jamais été, mes amis. On ne sait pas si elle est dans le sac. Simplement, vous connaissez le problème de l'homme moderne. H majuscule, hein, les filles. On va faire la légalité maintenant. C'est fini la galanterie. Hein. Moins t'en sais, plus tu l'ouvres. Et alors, pas qu'à l'histoire. Hein. Ça n'a pas loupé. C'est plus un sac. C'est un semi-remorque. Il y en a, je vais faire de la grimpe, hein, et du rappel à l'ancienne, sans les blocs, tout à la force des bras. 200 mètres de vide. Vous vous souvenez pas, les grands, là? Les montées à la corde? Si, la poutre, elle n'était pas haute, à 6 mètres de hauteur. Je suis sûr, si vous êtes honnête, il y en a beaucoup parmi vous, de votre vie, vous n'avez jamais pu attraper la poutre à la force des bras. Aujourd'hui, les mêmes vous font descendre sans aucun problème à la force des bras 200 mètres de ligne, avec un poids mort sur les épaules. On y a tout mis dans ce sac. Le trésor des Cathares, les archives, les reliques, et même, les Allemands au siècle dernier, mais pas nos copains, les nazis, étaient convaincus que dans le sac, il y avait le Graal. Moi qui suis archéologue, c'est quand même sportif de se dire, avec les concerts et les confrères, quand on fait des fouilles, que les fouilles que l'on fait, et on en vit, hein, on est heureux de les faire. On les doit à un mec qui s'appelle Himmler. Bon, après, moi, je ne suis pour rien, je n'étais pas né. Hein. Moi, je pense ce qu'on va en faire. Hein. Himmler était convaincu que le Graal avait été caché à Montségur. Et le grand archéologue du régime nazi, qui s'appelait Otto Rahn, enfin, il a été envoyé ici, mandaté pour faire des fouilles ici. C'est lui qui a lancé les fouilles. Même pendant la Seconde Guerre, ça ne s'est pas arrêté les fouilles de Montségur. Voilà. Bon. Après, les Cathares, ne croyant pas au Graal, je suis un peu étonné que les nazis, tous nazis qu'ils étaient, parce qu'ils étaient loin des abrutis. Hein. Souvenez-vous qu'ils avaient des scientifiques que beaucoup de nations russes et américaines ont récupérés pour envoyer des mecs dans l'espace. Les Cathares ne croient pas au culte des reliques. C'est comme la famille protestante. Si vous êtes protestant et que vous avez un copain catholique, expliquez-lui que pour vous, le culte des reliques, c'est le culte à Satan. Et que ce genre de petits désaccords, ça peut donner à Saint-Barthélemy. Et que ce genre de petits points de vue différents a fait que des chrétiens qui croyaient en Dieu et qui lisaient la Bible, au XIIIe siècle ici, ont brûlé des chrétiens qui croyaient en Dieu et qui lisaient la Bible. Et oui. Donc, voilà. Imaginez ce qui vous fait plaisir dans ce sac, leur mission, peu importe, je pense qu'on ne saura jamais. Dernier jour des combats. Les Cathares ont le choix de vivre libre ou de mourir. À une condition, prononcer un mot, j'abjure. 15 jours d'attente de nuit blanche pour prononcer un mot. Vous savez ce qu'on dit? On dit parfois, les nuits blanches font venir les idées noires. Alors je vais vous dire, vous je ne sais pas, mais moi j'ai parlé de moi, moi j'ai pas l'âme de martyr. Mais moi j'aurais pas mis 15 jours pour prononcer un mot pareil. La vie et la liberté. Et mes copains. Eh bien ici, nous n'aurons pas un seul cas de foi cathare abjuré. Oui, ailleurs, des cathares, à Puy-de-Reims, ailleurs, à la Vore et autres, ont flanché, parce que la trouille c'est humain. Et quand on te laisse la vie ou la liberté, ou brûler vivant avec tes idées, croyez-moi, il n'y aura pas que des héros ici. Hein. Ça m'en demande Montségur. Un suicide collectif. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, ça a été un peu le coup de Masada. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. J'ai mieux que ça. Alors là, on touche le délire. Il n'y en a pas moins dans le boucher, il y en a en plus. Regardez le petit groupe que nous sommes. Ben, on ne ferait pas la maille. Hein. Les textes disent une quarantaine de catholiques, mais pas 40, une quarantaine de catholiques qui auraient pu s'en sortir vivants, des catholiques, parce qu'on leur a rien demandé. Je vous rappelle que les croisés laissent la vie et liberté à ceux qui ne sont pas cathares ou à ceux qui abjurent. Tous ces catholiques-là, non! Des Guillaume de la Île, des Jordan, des Adèle et des autres choisiront leur plein gré de rejoindre les cathares dans les flammes du bûcher en se convertissant in extremis au catharisme. Ça,
C'est le rocher qui attire des centaines de visiteurs. On a du monde tout le temps ici. C'est tellement fort que c'est le seul lieu au monde qui sera offert des cathares 1 heure dans le bûcher. Je ne sais pas si vous y croyez, vous, à ces machins-là. Mais il y en a qui n'ont pas du tout la même vision que les miennes. Et ils ont raison. Eux, ils s'assoient sur le côté historique. Moi, j'ai des amis, quand je leur parle d'archéologie, ils commencent à me dire « Non, Fabrice, tu nous saoules avec ça. Ça ne nous intéresse pas. Bon, ferme ma gueule. » Eux, ils sont plus branchés ésotérisme. Et oui, tout à l'heure encore, il y avait tout un groupe de dames qui viennent pour prier, méditer. Il y en a qui vont vous parler de force tellurique, de l'énergie, de lieu de puissance. Il y en a qui viennent faire tourner les pendules. Vous savez, les pendules, agiter les baguettes. Autre chose. Vous n'avez pas vu en montant l'ancien accueil? Il faudra qu'on l'enlève. On a une urne cinéraire posée par terre, vide. Moi, je me dis, chacun va trouver ce qu'il a envie de chercher ici. Que ce soit la réalité, du moment que ça te fait plaisir à toi et que ça gêne personne, faites-vous plaisir alors. Les Cathares eux-mêmes sont venus chercher ici quelque chose. N'oubliez pas, mes amis, qu'ils se sont installés ici depuis 1204 et qu'ils ne quitteront cette montagne qu'en les brûlant vivants. Et que les Cathares, alors qu'ils reniaient la matière, ont fait de Jérusalem une exception, enfin de Montségur une exception, comme ils disaient, leur Jérusalem cathare. Alors tu peux m'expliquer pourquoi Montségur ou la synagogue de Satan pour d'autres, encore en face. Pourquoi Montségur c'est si important? Pourquoi les Cathares venaient en fin de vie mourir à Montségur? Pourquoi c'est ici qu'on trouvait les grands évêques cathares, Guillabert de Castres, Bertrand Lamartine, Bertrand Laguière et les autres? Ah ben on ne sait pas. Mais gageons, bonnes gens, que ce lieu où vous allez poser aux fesses, donc qui eux ont fait leur capital spirituel, il est loin d'être neutre. Je ne me demande pas quoi. Moi, j'y connais rien après ces trucs-là. Moi, je ne suis pas spécialisé religion et de la spiritualité. 16 mars 44. On a fait donc deux groupements. On a mis les cathares d'un côté, les catholiques de l'autre. Et puis les portes sont enfin ouvertes. On vient chercher les cathares. 250 personnes, des hommes, des femmes et des enfants. On sait d'ailleurs que la plus jeune à avoir été brûlée ici, disent les textes, c'était une petite fille. Elle s'appelait Azélaïs. Et de comme on dit, celle-là, elle n'a pas fait ses 8 ans. N'en soyez pas surpris. Une religion sans enfants est une religion qui, dans l'histoire de l'humanité, n'existera jamais, n'a jamais existé, qui n'existe toujours pas. Il n'existe pas une religion sans enfants. N'en soyez pas surpris. On les arrache à leurs parents. Cette scène troublante et émouvante qui nous raconte le vieux seigneur Raymond de Pérel, qui a pris un dernier repas de famille. C'est moi un coup pareil, je n'ai pas fait un. Avec sa femme, sa fille, sa mère, sa belle-mère. Parce que dans quelques instants, ces 4 femmes-là, elles vont brûler vivantes. On leur fait descendre la pente, on leur conduit à un lieu que les vieux, chez nous, en 2024, continuent à appeler depuis 1244. Tu vois, cette année, ça te fait un compte de euros, quasiment, voilà, 1944, 2024. L'Opra del Cremat, le champ des brûlés. Dans le creux de en bas, fut creusé, tout en bas, hein, pas ici, en bas, au pied de la montagne. Une énorme fosse, un trou. Ce trou est croisé rempli de bois, de combustible. Ils le disent eux-mêmes, les croisés, à leur témoignage. Ils écrivent, il nous avait fallu trouver beaucoup de bois sec, pour voir tous et toutes les passer au feu du Tartare. Le Tartare, c'est comme ça qu'on appelait l'enfer au XIIIe siècle. Et puis on a planté un enclos fait de pales et de pieux, et le vieux Guillaume de Puylaurens, chroniqueur croisé de son état, écrit, avec une pointe de compassion, comme quoi on peut être adversaire, ennemi, mais respecter son adversaire. Alors ça, c'est la grande classe. Classe que certains de nos hommes politiques n'auront jamais d'ailleurs. Il ne faut pas trop leur en demander à certains. Pas ça en tout cas. Le vieux Guillaume écrit, je me souviens que contre cette bien vilaine palissade, nos guerriers avaient appuyé de bien méchantes échelles. Et oui, ils savaient écrire en plus. Des échelles. Voilà pourquoi la littérature, les BD, Internet, les 100 lumières de foi, la télé, les Racines des ailes, sur l'histoire, Arte, les chaînes Planète, Radio Découverte, ou les sites YouTube, on vous dira toujours que pour brûler, les derniers cathares de l'univers, ceux de Montségur, ont dû faire, pour mourir, un effort suprême, au sens du mot suprême, monter eux-mêmes sur les échelles, enjamber les palissades et sauter dans le feu. On ne les a pas attachés. En 2022, à Carcassonne, il y a un grand colloque d'universitaires des 4 coins de l'Europe, et même d'ailleurs.
et les des Américains d'ailleurs. Tous les universitaires se sont mis d'accord là-dessus, parce que vous savez, les universitaires, c'est un peu comme les hommes politiques. Hein. C'est pas toujours d'accord, hein, si je puis dire. Mais là, oui, pour dire qu'il est probable que de tous les bûchers de l'humanité, celui de Montségur fut peut-être le plus sordide de tous. Parce que, mes amis, si chez vous, vous avez un cas dans vos nations, dans vos histoires, dans vos régions, dans vos pays, dans vos villages, dans vos villes, d'un homme ou d'une femme à qui on a demandé de se jeter d'eux-mêmes dans les flammes du bûcher, il faut vite appeler ces universitaires de la planète, parce que c'est des abrutis apparemment. Ils ont cherché, mais ils n'ont pas trouvé. Mais ce fut le dernier des bûchers des Cathares. Mais ce ne fut pas pour autant la fin de la montagne, de l'occupation humaine. Les Cathares, oui, terminé. 20 ans plus tard, après le bûcher de Montségur, du fond de la vallée, les bergers entendent la vie qui reprend ici. Le doux cliquetis des marteaux, des tailleurs de pierre. Et oui, un nouveau château sort de terre. Une forteresse royale est en train de se reconstruire, dont nous voyons la ruine aujourd'hui. Bon, de ce château, je ne vais pas vous en parler parce que je ne veux pas vous embêter, ça serait beaucoup trop long. Sachez juste que cette forteresse dans laquelle vous êtes ici fut occupée pendant 300 ans. C'est une autre histoire de Montségur. C'est une autre page du livre, ou un autre chapitre. Cette ruine, qui n'était pas une ruine à l'époque, fut occupée jusqu'au XVIe siècle, a priori. Pourquoi je dis a priori? Tout simplement parce que nos stratigraphies archéologiques s'arrêtent brutalement à partir du XVIe siècle. Si on n'a plus d'objets après cette date-là, c'est que le site n'est plus occupé. Viendra alors une longue période d'oubli, de destruction et de bêtises humaines. On appelle ça le vandalisme. Vous connaissez ça dans vos villes. Et puis la honte et le désintérêt de la plupart des gens. Et la moquerie. Ce tas de ruines. Qu'est-ce que tu vas visiter une ruine? On nous dit encore parfois, hein, autour de nous. Il faudra attendre à Montségur la plume d'un pasteur protestant, un ariégeois. Il s'appelait Napoléon Peyrate pour que l'on redécouvre le mythe de Montségur. Vous avez vu en bas nos vidéos qui tournent en continu, en boucle à l'accueil. Nos citadelles du vertige sont aujourd'hui en train d'être classées au patrimoine mondial de l'humanité. C'est à toi ça. Ce soir, demain ça sera trop tard, vous aurez oublié Montségur. Ce soir, avant de faire dodo, il va falloir vous poser une question, toute bête. Et si, il y a 800 ans en arrière, il n'y avait pas eu l'histoire des Cathares? C'est un site pourtant qui fut occupé pendant des millénaires, moins de 4000 ans on vit ici. Et on a abandonné ce site a priori au XVIe siècle. Vous imaginez la masse humaine? Mais s'il n'y avait pas une goutte d'eau de 40 ans, 40 ans là-dedans, c'est un gravillon sur une montagne. Mais s'il n'y avait pas eu ce gravillon-là de catharisme, croyez-vous que nous, les vivants d'aujourd'hui, au XXIe siècle, on aurait croisé, je crois pour la seule fois de notre vie, nos regards? S'il n'y avait plus l'histoire des Cathares, tu aurais fait toutes ces bornes pour venir ici? S'il n'y avait plus l'histoire des Cathares, tu serais venu dans ce château, et pas dans un autre. Tu aurais rencontré d'autres gens, tu aurais vu d'autres trucs. Mais il y a quelque chose qui t'a attiré ici, et c'est à cause des Cathares. Voilà pourquoi il y a un centre d'accueil, voilà pourquoi il y a des travaux d'urgence qui vont partir un grand parking. Parce qu'ici, il y a eu les Cathares. Quand il y avait des scolaires, j'en termine là-dessus, des adolescents, quand il y avait des lycéens, oui, pardon, je dis il y avait. Moi, je trouve ça triste. Ça va faire bientôt plus de 6 longues années qu'on n'a plus vu le moindre lycéen monter à Montségur. Ça me rend triste. Mais quand il y avait des adolescents qui montaient ici, je disais aux lycéens, aux ados, ne faites pas comme beaucoup de visiteurs, des grands, des adultes, et de croire qu'ici on n'est que sur un lieu touristique. Pire, un simple belvédère, et rien d'autre. Et non, mes amis, ici on est sur un lieu de mémoire, mais alors mémoire, M majuscule. Et là, c'est plus la même. Voilà pourquoi je me dis, on se doit de faire des visites guidées. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour choisir, il faut que le choix existe. Moi, je travaille comme archéologue dans des pays à l'étranger où les gens, ils ont le choix de rien. Ni de s'habiller, ni de penser, ni de voter, ni d'écouter certains sites internet, ni d'écouter la musique, ni de s'habiller. Et le choix,
de prier ou autre, ou pas, ou de se marier. Quand je suis revenu en France, je me suis dit, mais on est devenu indécent. On a le choix de tout ici. On a tous les jours le choix. Vous avez eu le choix parce que cette visite existe. Et vous avez fait le choix de rester, parce que moi, je n'étais pas obligé de rester. C'est toi qui as décidé de rester. Parce qu'à un moment, tu t'es dit, alors que peut-être tu n'avais pas l'intention de faire la visite, oui, en effet, peut-être qu'ici, la vue, si belle soit-elle, la ruine, si romantique peut-elle être, c'est mignon tout ça, hein. C'est pas l'ADN de la montagne. Et tu n'es pas venu ici pour le côté mignon des choses. Tu es venu ici parce qu'il y a eu les cathares. Voilà pourquoi, mes amis, on a passé un petit moment pour la faire notre vie ensemble. Et voilà maintenant pourquoi je dois vous laisser, parce que maintenant, il faut quand même que je vous libère. Sur ces bonnes paroles, eh bien, maintenant, je vous remercie de votre écoute. Vous êtes, mais alors, tip-top, méga cool de m'avoir écouté si gentiment jusqu'au bout. Vous êtes vraiment sympa. Maintenant, je vous lâche la grappe. Vous allez faire la visite Samba Poire. Hein. Vous prenez la poterne, vous faites 10 mètres, vous allez voir les vestiges de Maison Cathare, vous en faites 5 de plus, vous rentrez à la tour. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont le temps, que vous avez payé le musée qui est au village, vous avez le temps d'y aller, ça vaut le coup. Bonne balade, et on dit toujours à la fin des visites, il y a un rituel. Hein. Si vous avez aimé la visite guidée, alors n'oubliez pas le guide qui a fini à la bourre et une famille nombreuse, mais heureuse, de 8 chats. Alors au nom de la Sainte Croquette, parce que les mecs ils bouffent, hein. Je vous sors la boîte. Bon, et si vous n'aimez pas les chats, il y a la petite mousse du guide. Donc tu choisis les croquettes, la petite mousse, mais je vous sors la boîte, je tends la main, voilà. Et bonnes vacances. Merci. Merci.